BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h17 et mon invité c'est donc Pascal de Izagirre, le PDG de Corsair. Bonjour. Bonjour. Bientôt président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers et de la Confédération syndicale du transport aérien. Absolument. Lourde responsabilité à partir du 1er novembre, on va évidemment parler du secteur. Mais d'abord, on va parler de Corsair, de votre société qui revient de loin. D'abord parce qu'elle a été secourue par de nouveaux actionnaires qui sont notamment les collectivités ultramarines et les investisseurs privés. Voilà, et tout un groupement d'une vingtaine d'investisseurs privés, majoritairement ultramarins, qui ont eu le cran, il faut le dire, à la fin de l'année 2020, dans un environnement économique très très compliqué, d'investir justement pour préserver une intensité concurrentielle, un niveau d'offre sur les Antilles, en considérant qu'il ne pouvait pas y avoir de raréfaction de l'offre aérienne sur les départements d'outre-mer. C'est vrai, parce qu'il y a Air France, il y a Air Caraïbes, mais c'est vrai qu'un troisième acteur puissant, c'était le souhait des professionnels de l'ultramarin de garder des prix compétitifs pour attirer évidemment les touristes. Bien sûr, puis vous savez, lorsqu'on est sur l'outre-mer, le transport aérien, c'est un produit de première nécessité. Hein. C'est pas du superflu, c'est pas un produit de luxe. Donc toute l'économie dépend de cela, les liens avec la métropole, le fret, l'éducation, la formation, les évacuations sanitaires. Donc bref, ce lien est vital avec la métropole. Hein. Donc c'est pour ça que 3 acteurs, ça paraissait un minimum pour ces départements d'outre-mer. Alors l'arrivée donc d'investisseurs privés d'un côté, l'aide de l'État aussi de l'autre avec le CIRI, ce fameux comité interministériel de restructuration. Alors parfois ça fait, évidemment on n'aime pas trop devoir aller frapper à la porte de Bercy et du CIRI, mais écoutez, la preuve est faite que ça peut parfois aider à traverser un trou d'air, notamment dans l'aérien, et de rebondir et de redevenir profitable très vite. Écoutez, je crois que Corsair en est l'exemple. Alors, il faut dire que l'aide de l'État a été assujettie à une aide très importante des actionnaires. Hein. Le précédent actionnaire, oui, les nouveaux actionnaires qui ont investi 30 millions d'euros, ça c'est tout à fait normal. Mais moi, j'aurais quand même salué effectivement la politique de l'État, qui a aidé les entreprises qui ont subi des chocs exogènes comme la crise du Covid et qui ont permis justement à ces entreprises de traverser la crise, ce qui a préserver l'emploi, ce qui préserve finalement l'intérêt national. Donc cette politique a été là très efficace parce qu'elle nous a permis de nous restructurer. Et je tiens à dire aussi qu'il y a eu des efforts de restructuration interne très importants consentis par les diverses catégories de personnel qui ont accepté des baisses de rémunération, de revoir leurs conditions d'utilisation, les normes de productivité. Mais au global, cette politique a été extrêmement pertinente puisqu'elle a permis d'éviter toute une cascade de licenciements et de faillites d'entreprises. Donc, au global, quelque chose de très positif pour l'économie française. D'ailleurs, vous serez invité la semaine prochaine aux 40 ans du CIRI comme bon élève, j'imagine. Absolument, comme bon élève et pour illustrer l'efficacité de la politique du CIRI. Voilà. Alors, Corsair aujourd'hui va mieux comme beaucoup de compagnies aériennes. On a vu les chiffres de IATA il y a 2 jours. Le retour à la profitabilité pour tout le secteur dès l'an prochain, sans doute, beaucoup plus tôt que prévu. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi? Est-ce que votre feuille de route, elle va à une vitesse que vous n'espériez pas il y a encore quelques mois? Alors, ce qui est clair, c'est que la reprise du trafic, qui est très forte depuis le premier trimestre de l'année 2022, avec une accélération depuis mai, elle est bien plus forte que tout ce qui avait été dit ou anticipé là précédemment. Vous vous souvenez, 2025, 2026, etc. Et finalement, là, cet été, quand on regarde les prévisions des entreprises françaises, on sera au minimum à 90% la capacité offerte à la même époque de l'été 2019, voire 100%. Je peux vous dire que pour Corsair, là, par exemple, nous serons même au-dessus de l'été 2019. Alors, ça reste contrasté plutôt, puisque vous avez des zones comme l'Atlantique Nord, l'Amérique du Nord, le moyen courrier, les Outre-mer, qui sont extrêmement dynamiques. Ce sont des lignes très résilientes, notamment, on le sait, les lignes de l'Outre-mer. Bon, on sait bien que l'Asie est encore plutôt à 50% la capacité antérieure. Sur l'Asie. Moi, du côté de Corsair, nous ne sommes pas sur l'Asie. Donc, au global, quelque chose de très satisfaisant. Vous savez, on voit qu'en fait, il y a un appétit, une envie de voyager qui est très forte. Il y a une frustration qui a été accumulée pendant
pendant 2 ans. Il y a des capacités d'épargne aussi qui ont été accumulées par les consommateurs. Et l'envie de voyage, elle est là. De toute façon, il suffit d'aller dans les aéroports. Vous constatez que les aéroports sont absolument Alors ça c'est le bémol. Parce qu'on s'aperçoit que peut-être que les aéroports, eux, n'étaient pas prêts à une telle reprise. On voit qu'il manque de personnel. On avait le patron d'aéroport de Paris qui recrute 4000 personnes sur le bassin. On voit encore, ça fonctionne. Il y a des pays où, regardez le désordre qu'il y a eu hier à Heathrow. C'est le chaos. Le chaos. Voilà. On va dire qu'en France, écoutez, on peut espérer quand même que la situation est mieux maîtrisée. Alors, d'une part, d'abord, toutes les compagnies aériennes, elles, ont anticipé. Il faut dire que les systèmes d'activité partielle nous ont quand même beaucoup aidé, puisqu'on a pu garder nos effectifs, garder les compétences, notre force de travail. Parce que, effectivement, le problème, c'est que quand vous avez fait partir des personnels, vous devez les retrouver sur le marché, avec un sujet qui est quand même l'attractivité pour certains emplois. Vous devez leur donner de la formation et vous devez obtenir toutes les habilitations administratives, l'accès des badges, etc. Tout ça peut être très long. On va dire qu'en liaison, en coordination avec les aéroports, les assistants en escale, parce qu'on connaît, vous savez, tous les goulets d'étranglement, c'est surtout les postes d'inspection filtrage pour les inspections sûreté. La police aux frontières, puisque vous savez que ça, c'est quand même le sempiternel problème récurrent chaque année, c'est l'insuffisance d'effectifs de policiers aux frontières et le fait que les systèmes automatisés comme Paraf ne tournent quand même pas à plein régime. Bon, on a essayé de travailler en coordination. On va faire la queue dans les aéroports cet été ? Je le crains, je vous le dis honnêtement, je le crains. C'est pour ça qu'on va conseiller à nos clients de se présenter beaucoup plus longtemps en avance pour avoir le temps de passer tous ces filtres. Et être sûr d'embarquer. Vous avez vu hier à Londres les milliers de passagers qui ont raté leur avion. Absolument. Bon, écoutez, a priori en tout cas, on est confiant que le chaos que l'on constate au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, où ils ont même pris des mesures coercitives et drastiques de réduction imposée du nombre de vols. Bon, ce qui, je ne vous cache pas, paraît être une aberration. Nous, on devrait, effectivement, il y aura certainement des temps d'attente, etc. Mais on pense quand même qu'on pourra assurer notre programme de vol. Et vous, en interne, vous avez réussi à recruter tous les pilotes et les personnels commerciaux dont vous aviez besoin à bord? Parce que vous avez vu, les low cost, là pareil, le redémarrage pour eux, il n'est pas tellement bien anticipé. Oui, alors là, je me permets de dire, effectivement, il y a un manque d'anticipation. Parce que si vous voulez, si je prends l'exemple de Corsair, nous avons recruté des dizaines de jeunes pilotes dans les 18 derniers mois. Et donc, malgré la crise, nous avons continué de recruter, on a continué de former, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir tout le potentiel d'effectifs. On vient de recruter, je le souligne, 120 jeunes personnels navigants commerciaux que l'on va baser outre-mer, à Pointe-à-Pitre, à Fort-de-France et à La Réunion, qui sont des jeunes d'ailleurs que nous avons recrutés chez Pôle emploi, parce qu'on se sent une responsabilité sociétale vis-à-vis des départements d'outre-mer. Donc si vous voulez, on a anticipé. C'est beaucoup de jeunes ultramarins ? Que des jeunes ultramarins. D'accord. Les 120, c'est les 120, 80 Antillais, 40 Réunionnais. Donc je pense qu'on a cette responsabilité aussi de développer l'emploi. Donc bref, si vous voulez, nous avons fait notre job, c'est-à-dire on a anticipé, on a managé. Les autres compagnies low cost, effectivement, elles ont réduit massivement, elles ont licencié massivement. Et si vous voulez, maintenant, elles se trouvent confrontées dans un délai de temps très très court à la nécessité d'employer, former, etc. Là, il y a un manque d'anticipation. On va parler de la transformation aussi de votre industrie, avec le renouvellement des flottes, des avions qui sont moins consommateurs de carburant, qui sont plus écologiquement responsables. La réglementation européenne aussi. Là, on a vu le Parlement qui a adopté une réglementation pour finalement imposer aussi des quotas sur les vols internationaux. Est-ce que ça risque pas de... Est-ce qu'on va trop vite en Europe ? Alors, c'est surtout, peut-être pas qu'on va trop vite, mais on y va de façon désordonnée et on veut y aller de façon solitaire. Je vais vous dire, la transition écologique, c'est le grand sujet du transport aérien pour les futures décennies. C'est nécessaire. Décennies, vous savez qu'on a comme objectif la décarbonation complète à l'horizon 2050. Bon. Et là, on a l'impression que tout ça ne s'inscrit pas dans une stratégie qui pourrait être communautaire, coordonnée, et en plus, ces problèmes-là doivent être abordés au niveau international. Il y a une association qui s'appelle l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, c'est elle qui est censée édicter les normes internationales pour tout le transport aérien. Or, comme toujours, que ce soit en France ou en Europe, il y a ce
problème, on veut faire le bon élève, faire plus fort, mieux, plus vite que les autres. Le résultat, c'est que pour les compagnies aériennes que nous sommes, c'est une juxtaposition créatrice de complexité, créatrice de surcoût, de normes entre la norme nationale, la norme communautaire, la norme internationale. Donc nous, on aimerait bien avoir un corpus de règles qui soit unique et qui s'applique à tout le monde parce que, excusez-moi, sinon cela entraînera une distorsion supplémentaire de compétitivité et de concurrence par rapport aux autres compagnies. Bon, en tout cas, Pascal de Ziaghi, on a bien compris, vous allez plutôt bien, mieux que prévu encore. Est-ce que c'est parce que vous augmentez beaucoup vos tarifs? Les Français ont l'impression que quand on prend l'avion là cet été, quand on regarde le prix des billets d'avion, il y a quand même une augmentation assez forte. D'accord, alors je me permets de vous répondre que quand même tout n'est pas parfait dans le monde du transport aérien. Parce qu'évidemment, ce qui nous préoccupe énormément, c'est la hausse de nos coûts de production à travers la hausse du fuel. Je vous donne un seul chiffre, le budget de Corsair qui démarrait le 1er octobre 2021, hypothèse du prix, alors nous c'est le jet SIF, qui est un pétrole raffiné, c'est pas le baril de Brent, c'était $630. Actuellement, il est à 1450. Il a plus que doublé. Quand vous voyez ce que ça pèse... C'est quelle part de beaucoup, ça? Ah ben là, aujourd'hui, c'est plus de 30% et on va vers les 35%. Donc, quand vous voyez le surcoût que cela pèse, surcoût aggravé par la détérioration de la parité de l'euro par rapport au dollar. 1,05, on était à 1,05, 1,15, 1,20 en début d'année. Hypothèse budgétaire 1,1540, on est à 1,05, il est tombé à 1,03. Alors c'est le double effet, puisque vous savez qu'on paye le fuel en dollars. Mais non seulement vous payez le fuel en dollars, vous payez les dépenses de maintenance en dollars, vous payez les loyers d'avions en dollars, les assurances des avions en dollars. Donc si vous voulez, c'est un impact économique majeur. Et donc, on est très clair dans le transport aérien. Il est inévitable et inéluctable que nous répercutions cette hausse des coûts de production à travers nos tarifs. Mais attendez, soyons clairs, la hausse, elle n'est que partielle, parce que justement, on ne veut pas casser la dynamique de reprise de la demande. Donc, on modère la hausse. Et n'oubliez pas que cet impact hausse des tarifs, il est variable selon les lignes, en fonction de l'état de surcapacité. Il y a toujours des promotions. On fait des tarifs chez Corsair, par exemple, étudiants, des tarifs famille, voilà. Partez où en vacances cet été? Je resterai en France parce que vous savez, je suis assez occupé, donc on va rester en France, voilà.